Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais remercier les quelques personnes qui ont regardé ma première vidéo à propos de J.K. Rowling, de Harry Potter, de la transphobie de l'auteur. Merci beaucoup. J'ai pas eu non plus... C'était assez à attendre, c'est normal. J'ai fait une seule vidéo. J'ai pas eu énormément de vues, de likes ou d'abonnés. J'en ai toujours pas beaucoup. Je voulais vous remercier quand même parce qu'il y a eu beaucoup plus de vues que ce que je pensais. Et je pensais vraiment rester aux alentours des 3-4 vues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la dark romance. On va parler de la dark romance, on va parler des représentations des violences sexistes et sexuelles. On va se focaliser sur la dark romance. Évidemment, on pourrait en parler, faire le parallèle avec la romance, la fantasy, la fiction en général. Même dans les dystopies, on peut trouver le traitement des VSS. On va se focaliser sur la dark romance parce que c'est un genre qui va laisser beaucoup plus place à l'utilisation des représentations des différentes violences, des déviances. On va commencer avec quelques petits disclaimers comme pour la première vidéo. Tout d'abord, trigger warning, cette vidéo va parler de la dark romance donc et de tout ce qu'elle contient, de violence sexiste et sexuelle parce que c'est là-dessus qu'on va se focaliser. Elle va parler de viol, elle va parler de violence physique, de manipulation mentale, elle va parler de un petit peu tout ça, donc si vous êtes sensible, si vous avez été victime, si vous connaissez des gens qui sont victimes ou si vous êtes tout simplement sensible à ces sujets, faites attention à vous. Je peux pas mettre de timecode pour l'instant parce que j'ai pas 10 000 abonnés, ni même 1000, ni même 100. Du coup, je peux pas mettre les timecodes ou les chapitrales, mais je vous mettrai en commentaire de la vidéo les timecodes que je pourrais mettre. Petit disclaimer également, je ne peux pas non plus mettre des liens vers des sources extérieures en description. Je les mettrai en commentaire épinglé, enfin pas épinglé parce que je peux pas les épingler non plus en fait, mais je les mettrai en commentaire comme la dernière fois j'ai pu le faire, les différentes sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Et un dernier petit disclaimer, comme pour la première vidéo, cette vidéo a été écrite, donc j'ai un script de nouveau. Si vous avez l'impression que je lis, c'est parce que je lis. Voilà, tout simplement. J'aurai des moments où ça sera évidemment improvisé parce que je vais aussi donner mon avis sur les différents sujets. Mais la plupart de ces vidéos, des recherches que j'ai pu faire, pas juste les copier-coller. Donc voilà, c'est les scripts écrits de moi-même, mais ça reste des scripts. Tout d'abord, définissons la dark romance pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le genre. La dark romance est un sous-genre littéraire de la romance. La définition d'origine de la dark romance, on parle d'histoires traitant de relations amoureuses interdites, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de la morale ou de la loi. On a donc un genre qui joue avec les limites de l'acceptable, tant dans les relations émotionnelles que physiques entre les protagonistes amoureux. Cette définition indique alors que les histoires pour être de la dark romance à l'époque doivent aller à contresens. Cette époque, ce qui est normal dans une histoire d'amour, c'est l'hétérosexualité, une histoire d'amour entre une femme et un homme, une histoire ayant une fin heureuse, des comportements typiques sociaux et une intensité faible ou modérée concernant l'expression de l'amour. À ce moment, écrire une dark romance se traduit donc par écrire une histoire non hétéronormée, par exemple une histoire femme x femme ou homme x homme. Cela se traduit aussi par le fait d'écrire une fin tragique, par exemple. Oui, Roméo et Juliette peut donc être considéré comme étant une dark romance sous cette première définition. Depuis peu, cependant, la définition change légèrement. Je pense que vous avez pu le constater. La première définition étant un peu plus soft que la seconde. Ce qu'on définissait comme étant une histoire qui va à l'encontre des normes devient une histoire dans laquelle des comportements ouvertement répréhensibles sont romantisés et utilisés afin de créer une intrigue intense et explosive. Une intrigue qui va attirer les lecteurs par son contenu choquant, par ses comportements répréhensibles contre la loi. La dark romance de nos jours, j'en ai un exemple concret que j'avais utilisé lors de ma première vidéo à propos de la dark romance, que j'ai publié uniquement sur Instagram, L'ombre d'Adeline. On va beaucoup en parler parce que c'est l'une des dark romances que j'ai pu lire, m'ont profondément choqué. Le premier tome traduit exceptionnellement bien ce que représente désormais la majorité des œuvres des dark romances que j'ai pu croiser. Je parle du premier tome parce que j'ai lu le premier tome et le second, je crois que j'ai DNF le second. Ici, l'histoire est criblée de comportements dérangeants, abusifs, de déviance que l'on rend sexy, comme le viol qu'apprécie la protagoniste. Et je ne suis pas du tout désolée de vous spoiler ça. Je vais vous spoiler bien plus. L'ombre d'Adeline en soi, c'est pas
c'est mon avis, de toute façon, je ne l'ai pas aimé. Il m'a choqué, il m'a profondément touché dans ma personne. C'est de ma responsabilité aussi ce que je lis, mais je m'attendais pas en fait à être aussi choquée mentalement par la suite. Je pensais même avoir déconstruit énormément de choses. C'est seulement en m'éduquant par la suite, et je vais vous le dire tout à l'heure parce qu'on en parlera en profondeur de l'ombre d'Adeline, mais aussi de After, qui sont les deux références principales de cette vidéo, mais parce que ce sont aussi les deux livres que j'ai aimés et ensuite détesté. Donc c'est pas un jugement aux personnes qui vont porter l'ombre d'Adeline dans leur cœur ou même After, parce que j'ai été de ces personnes, donc c'est pas du tout du jugement. C'est simplement que en me remettant en question et en m'éduquant sur les différents sujets qui posaient problème dans l'écriture, je me suis rendu compte que pour le cerveau de certaines personnes, dont moi, des personnes qui peuvent avoir été victimes de violences sexuelles, c'est vraiment de la merde, parce que on va en parler plus en détail, mais comme je le disais, ça banalise énormément de choses et on s'en rend peut-être pas compte durant la lecture. Des livres qui traitent de sujets très très graves de manière très romantisée et sexy, ça peut vraiment toucher le mental de quelqu'un. Du coup, je disais, genre attire particulièrement les jeunes adultes, avec une forte présence sur les plateformes comme TikTok. Cette exposition précoce peut influencer leur compréhension des relations amoureuses et du consentement. Selon une étude, Babelio remarque tout d'abord un lectorat majoritairement féminin. Et il y a, je cite, une surreprésentation d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 15 à 34 ans parmi les lecteurs de romances. Fin de citation. Ce qui est énorme, je vous l'accorde. Je sais que jusqu'ici, mon discours semble trop négatif, mais la dark romance, c'est aussi des personnages profonds, tourmentés, mais des personnages de témoignage parfois. Les émotions sont intenses, mais permettent à celles et ceux qui ressentent tout aussi fort de s'identifier. Malheureusement, au vu du sujet qu'on traite aujourd'hui, je suis obligée de vous dire que la ligne entre le positif et le négatif est très fine pour moi. L'amour devient obsession. La possessivité devient violence, la mort devient récurrent. Ce genre requiert une grande attention face aux trigger warnings, qui sont plus que nécessaires de se lancer dans la lecture d'une dark romance. J'en avais parlé la première fois, mais il y a eu des questionnements autour des trigger warnings qui, pour certains, gâchent leur expérience de lecture. Surtout quand on va parler de dark romance, mais pour tout, comme je disais tout à l'heure, dans la violence de la dystopie, on a de la violence un peu partout, pas que de la violence, mais aussi des sujets sensibles qui peuvent toucher le lecteur. Les trigger warnings sont nécessaires. J'ai vu un thread dernièrement qui disait que un trigger warning, c'est une page sur tout un livre que tu peux tourner, quoi. Enfin, après, c'est terminé. Vous voyez trigger warning, vous les lisez pas, et puis voilà. Mais ça reste des informations importantes. Après cette petite introduction et cette petite définition du genre de la dark romance, nous allons maintenant parler représentation des VSS plus utilisées, les plus récurrents, pourquoi elles sont utilisées, dans quel but, comment elles le sont le plus souvent, en analysant certaines œuvres telles que After ou encore L'ombre d'Adeline. Avant de continuer sur le reste de la vidéo, je vous invite à aller voir la publication de Mes mots d'azur. Je vous affiche son Instagram quelque part. Sa publication m'a beaucoup appris et m'a beaucoup aidé pour l'écriture de la première version de cette vidéo, et donc pour celle-ci qui reprend un peu les informations de la première vidéo. Sa publication apprend beaucoup sur les différentes représentations des VSS et pourquoi elles sont autant utilisées dans l'écriture des romances. Trigger warning, on va énormément parler de viol, car c'est très souvent représenté, également dans la fiction, même si ici on va se concentrer sur la dark romance, qui donne plus de place à ces représentations. L'utilisation de cet acte odieux est trop souvent stéréotypée et aide malheureusement à construire des perceptions biaisées concernant les violences sexuelles. On peut tout d'abord s'arrêter sur le fait que le viol, dans les romances et plus particulièrement les dark romances, va souvent être dur, brutal, spectaculaire, dans le mauvais sens du terme évidemment. Dans L'ombre d'Adeline, attention, spoil, le protagoniste se fait violer avec une arme à feu, qui rajoute tant à la violence qu'à l'intensité du geste. Ici, on a aussi le parfait exemple de la représentation la plus souvent utilisée. La protagoniste est agressée par un inconnu, donc à ce moment-là, elle ne connaît pas son stalker, dans un lieu public ou isolé. Dans ce cas-là, c'est chez Adeline, donc dans un lieu privé, mais elle est seule. Et la scène contient des images explicites et évidentes de violence. La présentation est problématique, car contrairement aux faits de réalité, on omet d'admettre que la plupart des personnes victimes de violences sexuelles le sont de la part d'une personne connue. Selon l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ayant pour but de, je cite, rendre compte des évolutions des phénomènes de délinquance et criminels en France, ainsi que des réponses pénales qui y sont apportées, près de 80 à 90% des violences sexuelles sont commises par une personne connue. Ce qui renforce l'idée que cette représentation est problématique, c'est qu'elle crée un type de viol
crédible. Or, vous devez le savoir, le viol peut être commis par un mari, un père, un ami, et la victime peut penser pendant des années qu'elle n'a pas subi les faits à cause du manque de violence évidente. Donc ça contraste beaucoup avec ce qu'on peut voir à la télé, dans les livres. Et là, en l'occurrence, on parle d'écriture de dark romance. C'est très peu en phase avec la réalité. On oublie trop souvent dans ces lectures de mentionner les abus de pouvoir, la manipulation mentale ou la position d'autorité qui peuvent entraîner des viols non conscientisés. Je me permets de parfois parler de mon opinion parce que je suis une personne concernée par le sujet des agressions sexuelles. J'ai pas du tout de mal à en parler aujourd'hui parce que je vais bien. Pour corroborer le dernier fait dont on vient de parler, c'est-à-dire le fait d'oublier qu'il peut exister des victimes qui sont victimes mais qui n'ont pas conscience d'être victimes avant peut-être de sortir de la situation, c'est très grave. On en parlera plus tard, mais ça crée une idée de la victime parfaite. Et on oublie aussi que les viols, c'est pas que fait dans la rue, par un inconnu, un coup, par quelqu'un d'alcoolisé, par quelqu'un de... Tout ça, ça va véhiculer une image vraiment très 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 lointaine de la réalité, de ce que sont les violences sexuelles, de ce qu'est le viol pour énormément de victimes. Alors, on parlait de 80 à 90% des victimes qui subissent des agressions de la part de personnes connues. C'est un chiffre énorme. Une des représentations qui va également beaucoup romantiser les violences, dont le viol, c'est la représentation et les caractéristiques des personnages. Le personnage principal masculin est souvent dépeint en héros. Dans l'ombre d'Adeline, la protagoniste se fait stalker, elle se fait harceler, elle se fait violer par le personnage principal masculin, mais c'est une personne qui est décrite comme étant beau garçon, comme étant sexy. Le côté sombre va ramener, va attirer. On va pas seulement banaliser toutes ses actions et ses vices, on va aussi les rendre beaux, on va les romantiser, on va créer de ces facettes une personne qui va donner envie, une personne avec laquelle on va s'attacher. C'est un gros problème. Dans l'ombre d'Adeline, le stalker, le personnage principal masculin, malgré le fait qu'on puisse au départ vouloir le détester parce que c'est une personne qui a des problèmes, je pense, par la suite, il est décrit comme une personne humaine qui sauve des filles de trafic d'humains. Donc on met en comparaison, finalement, deux échelles de violence. Dans un cas, il va être obsédé, il va stalker, il va harceler, il va violer son love interest. Dans l'autre cas, il va sauver des centaines de filles. Évidemment, cette comparaison va permettre de créer une espèce de balance, de se dire que c'est pas si grave, une fille. Mais ça reste grave. Malheureusement, cette façon d'écrire, cette façon de dépeindre et de mettre en comparaison de situations qui ne sont pas comparables, qui ne devraient pas être comparées et qui sont toutes les deux graves à la même intensité selon moi. Pour moi, il n'y a pas d'intensité dans la douleur, il n'y a pas d'intensité dans la gravité, tout est grave. Évidemment, je mets pas la perte de mon chat avec la guerre en Ukraine ou la guerre Palestine ou autre, mettre le fait qu'il sauve des centaines de filles face au fait qu'il viole une fille, qui n'est même pas décrit comme un viol d'ailleurs, en fait, on va le dire. Ça permet de se dire, bon, bah, il fait ça, mais en même temps, il est un peu gentil, et puis il fait des trucs pour sauver d'autres personnes, donc c'est qu'il doit être gentil, en fait. Un viol reste un viol, ça reste grave. Si ça permet de créer une image de héros, de s'attacher au personnage, de nous rapprocher d'un personnage qui pourtant fait des choses littéralement illégales. On peut aussi parler d'After. After, faut savoir que c'est une œuvre que j'ai lue lorsque j'étais au collège, donc c'était il y a très longtemps. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée au départ, parce que je me disais que les personnages sont vraiment profonds, qu'il y avait le côté littéraire aussi. J'avais pas compris pourquoi les gens le trouvaient problématique. Je me suis rendu compte aussi, personnellement, en me remettant en question que je suis tombée amoureuse de l'œuvre à la base parce que je suivais des schémas traumatiques, tombée amoureuse des choses auxquelles j'étais habituée, donc c'est pas une bonne nouvelle en soi. Je me suis rendu compte que c'était problématique, on me l'a expliqué, on m'a éduqué sur le sujet, dans laquelle Ardin, donc je dis Ardin, je dis pas Ardine, je suis désolée, je peux pas. Donc c'est une œuvre dans laquelle Ardin, colérique et impulsif, très peu mature, il est excusé. Il est excusé parce qu'il a eu des traumatismes. Ça lui arrive d'être romantique parce que après avoir été colérique, après avoir fait quelque chose qui va frôler les violences, il va s'excuser de manière mielleuse. On va comprendre qu'il est brisé. Ça reste grave. Ça reste des comportements qu'on peut pas excuser. Je m'en suis rendu compte seulement après.
que c'était pas normal d'excuser ce genre de comportement, que certaines personnes sont colériques et impulsives, sont très peu matures, etc. Mais que ça ne devrait pas être attirant. Quitte à mettre de côté le mal qu'il peut faire. J'ai aussi appris par le biais de mes mots d'azur justement que c'est très romantisé et banalisé. Dans After, il y a une scène où ça va être alcoolisé. Il faut se rendre compte, alcoolisé et avoir des rapports sexuels. On peut dire qu'on est consentant, en sachant que je crois dans After, par la suite, elle va éprouver des remords. Mais lucidité reste altérée par l'alcool. J'ai donc compris que Ardyn était l'un des personnages masculins dans la romance qu'on dépeint comme un héros brisé. Le fait qu'il soit brisé n'excuse en rien ce qu'il va faire, en rien les violences, la colère, les cris, les impulsivités. Ça n'excuse pas. Il y a énormément de personnes qui sont traumatisées et qui ne réagissent pas comme ça. Pour en revenir, représentation des personnages qui peut aider à biaiser la représentation, on peut parler de la victime. Victime, souvent une femme, et quant à elle, souvent idéalisée. Pour en revenir à After, Tessa est une personne décrite pour paraître pure, innocente, renfermée et calme et belle, accessoirement. Dans la plupart des cas, la victime ne va pas expressément se débattre ou s'opposer au rapport sexuel, ce qui rend l'acte du viol plus doux pour les lectrices qui ont alors moins de mal à se dire qu'elle peut peut-être apprécier. Cela peut aussi renforcer l'idée qu'une bonne victime est une victime qui ne réagit pas violemment à un acte horrible et lui-même empli de violence directe. Chaque victime est différente. Certaines n'ont pas conscience de ce qu'elles vivent, donc on en parlait tout à l'heure. Elles peuvent avoir conscience, mais des années après. Certaines vont préférer sourire durant leur combat contre le traumatisme. Et une image de la parfaite victime peut aussi décrédibiliser des tonnes d'autres. Dernièrement, je parlais à ma cousine de Plus jamais, de Colleen Hoover, je crois. J'ai pas lu, parce que ça m'attire pas beaucoup les romances en général, mais j'en parlais parce qu'il y a le film qui est sorti et qu'il y a beaucoup de gens qui ont décrété que c'était un film problématique et qui donnait une plateforme à la violence et qui banalisait la violence. Je me suis rendu compte à ce moment-là que souvent dans les films, les acteurs tellement beaux, genre ils sont toujours beaux. Par exemple Ardyn, bon, pas dans le film, c'est pas mon style, mais comment on les décrit même dans les livres, ça va toujours être des belles personnes. La victime, ça va toujours être une belle femme blanche, on y revient, ça va toujours être une femme pure, ça va toujours être une femme innocente, qui parle pas beaucoup, qui va s'ouvrir après avoir eu des rapports sexuels avec le love interest masculin. Mais je me suis rendu compte que c'est toujours des personnes qui sont décrites comme belles dans ce genre de romance. Le sauveur, je parle. Parce que c'est vrai que à contrario, les scènes où ce sont des viols qui sont commis en extérieur par un inconnu, ça va toujours être un inconnu qui donne pas envie. Quand on est face à une personne qui est belle, en couple avec elle, ou qu'on a une relation avec elle, que c'est une personne proche, c'est pas un viol. Quand c'est à l'extérieur, quand c'est une personne qui donne pas envie, qui vient quand même, il n'y a pas d'attirance physique, donc là c'est un viol. Le viol repose sur le consentement de la personne, et pas sur l'attirance physique, pas sur la beauté de la personne, pas sur la pureté, ni l'innocence de la personne. Pour en revenir à Adeline, on va parler des utilisations de la violence, on va parler du viol, et pour la plupart des cas, les séquelles ne sont pas ou peu abordées. Adeline subit un viol initialement de la part de la personne dont elle tombe amoureuse par la suite, avant de se faire kidnapper et vendre au sein d'un groupe de trafic humain. L'auteur met en opposition sa réaction presque invisible après le viol subi par son love interest et sa réaction après avoir été vendue. Dans les deux cas, elle a subi un viol. Dans le deuxième cas, plusieurs, mais dans les deux cas, c'est un viol. Dans la première situation, il est normalisé. Dans la seconde, non. Elle crée l'idée selon laquelle seules quelques situations plus graves, on en parlait, que d'autres légitimisent des réelles séquelles. Dans la réalité, les victimes de viols ou de violences sexuelles et sexistes, importe le type, subissent toujours des séquelles et elles sont toujours légitimes. Ici, on va parler d'anxiété, de phobie, de troubles sexuels, etc., voire pire. De la mémoire traumatique, donc on a des pertes de mémoire, on a du mal à manger, on a les idées suicidaires, enfin vraiment ça va vraiment loin et on délégitimise tout ça. Donc important de mettre en avant la période de reconstruction des victimes, même dans les fictions, afin de ne pas invalider le processus de chacun et une fausse image de ce qu'est une vie après des violences sexuelles. Ces représentations donnent aussi l'idée que la solution à un viol, c'est l'amour d'une autre personne. Ardyn doit être aimé par Tessa pour guérir. On ne met pas en valeur le cheminement personnel de la personne brisée. On ne remet pas en question le travail qu'il refuse d'apporter sur lui-même. Pour en finir avec cette première partie, c'était une longue partie, Pour en finir avec cette première partie, on peut dire que ces violences sont trop souvent banalisées, stéréotypées et trop loin de la réalité des événements. Colportent des idées et perceptions
erronées, souvent utilisées comme outil narratif, péripéties, instrumentalisant les traumatismes sexuels et faisant paraître le viol très souvent comme un coup du sort qui arrive parfois. Spoiler alert, ce n'est pas le cas, c'est pas normal, rien n'est normal. Ces différentes représentations s'inscrivent cependant dans une société patriarcale. On entre dans une nouvelle partie. J'ai récemment sur Instagram, pour une publication, parlé d'une autrice féministe noire, Bellux. Elle écrit à propos du racisme et du sexisme des femmes aux États-Unis à l'époque de l'esclavage. Je cite cet auteur car pour moi, elle explique très bien à quel point le viol peut être normalisé au profit des hommes, selon des mythes colportés au fil du temps. Au contraire des esclaves noirs, perçus comme assez fortes pour subir des abus et en sortir plus fortes, les personnages des histoires citées en amont sont souvent des femmes blanches, cisgenres qu'il faut protéger. Elles sont passives, douces et vulnérables. Le viol renforce la domination des hommes sur ces femmes. La souffrance féminine est souvent utilisée comme biais d'élévation pour l'homme. Un homme brisé, violent, impulsif sera rendu meilleur grâce à une femme qui l'accepte et elle-même traumatisée. Pour finir cette vidéo qui risque d'être assez longue, je pense que ça va en vrai. On va parler de l'importance de continuer à écrire des personnages traumatisés, des amours toxiques, des violences sexuelles. En fait, l'écriture de ces sujets n'est pas un problème en soi. La dark romance n'est pas un problème en soi. Ce qui va faire la différence entre une dark romance problématique et une qui ne l'est pas, c'est la façon de traiter le sujet. L'écriture est nécessaire, elle permet de sensibiliser, mais aussi de libérer la parole de nombreuses victimes. Malgré le côté fictif, les violences sexistes et sexuelles sont une réalité qui mérite d'être respectée, qui mérite d'être dite. Des violences des prédateurs et agresseurs se doivent d'être nuancées et dénoncées, et non pas normalisées et romantisées. L'idée, c'est de permettre aux plus jeunes de découvrir les comportements qui peuvent être toxiques, violents et dangereux, en marquant la ligne avec le fantasme et en accentuant l'image du consentement. J'ai moi-même souvent pensé que demander la permission n'était pas sexy et pouvait briser le moment de connexion entre les deux personnes. Mais pourquoi? Parce que dans les médias, films, livres, on décrit une atmosphère qui suggère le consentement sans jamais réellement l'expliciter. Seulement, le consentement est sexy. Il permet d'être certain de l'attirance de la personne avec laquelle vous voulez avoir un rapport sexuel, de comprendre ce que veut l'autre et de mieux répondre à ses besoins en se respectant soi-même. Bien écrire les VSS, c'est aussi soutenir celles et ceux qui les subissent en leur apportant du réconfort dans le fait de ne pas être seul ou incompris juste parce qu'elles n'arrivent pas à pleurer comme toute bonne victime, par exemple. C'est pas normal de pleurer, c'est pas normal d'avoir des idées suicidaires, c'est pas normal de tomber en dépression, c'est pas normal de perdre la mémoire. Il n'y a pas de bonne victime, il n'y a pas de victime type. Thread, j'ai publié un thread concernant la dark romance en demandant aux gens de partager leur expérience. Bien que certaines personnes ont été dégoûtées par l'extrême violence et la banalisation du viol qui transparaissent souvent dans les dark romances, d'autres trouvent le genre profond, les protagonistes structurés, permettent d'établir une réelle connexion avec des traumatismes dans le respect de l'humain. Cela montre que bien que la dark romance soit un genre controversé, il en existe des bonnes, pour tout en fait. Le problème est de pouvoir donner une meilleure plateforme à ces histoires-ci sans qu'elles se fassent mettre de côté par l'ombre des phénomènes TikTok dangereux comme l'ombre d'Adeline selon moi. Pour finir cette vidéo, j'aimerais dire qu'il est vraiment important de se renseigner. C'est aussi l'une des choses qui est ressortie le plus sur mon thread, c'est qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on va lire. Il est important, du coup on parlait de trigger warning, on y revient. Il est important de savoir ce dont il va être question, les mentions, les choses qui vont être utilisées. Évidemment, chacun a le droit d'avoir ses envies, chacun a le droit d'avoir les choses qu'il va aimer ou pas, même sexuellement parlant. Si vous aimez vous faire plaquer contre les murs, aimez-le. Mais le principal, c'est de faire attention à soi, surtout de vraiment liser ce que vous pouvez lire. Des gens sous mon thread m'ont dit, à partir du moment où je pouvais plus lire, j'ai arrêté de le lire, quoi. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand vous voyez que ça dépasse la limite pour vous, et vous arrêtez. Tout ça pour dire qu'il faut pas se culpabiliser d'avoir lu, d'avoir aimé, d'avoir écrit des choses qui sont problématiques. Le tout est de voir que c'est problématique avec l'aide de quelqu'un ou pas. On peut s'en rendre compte en se remettant en question, en lisant, en se demandant est-ce que ça m'a fait quelque chose ou pas de lire cette romance, cette dark romance. Et surtout, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo avec un nouveau sujet. Si vous avez des sujets, alors je sais, c'est ma deuxième vidéo, personne va répondre, je suis au courant. Mais je me dois de faire semblant
pour pouvoir arriver à mon but un jour, c'est-à-dire avoir une mini communauté, même s'il le faut, mais une communauté qui répond, quoi, bref. Sur YouTube, je sais que c'est plus compliqué que sur Instagram ou sur Thread, où je commence à avoir un petit peu une petite communauté. Je sais pas pourquoi je continue à parler, en fait, hein. Voilà pourquoi je vais faire des vlogs, parce que je fais que parler. Si je commence à parler, je fais que parler. Et tout ça pour dire que laissez-moi faire semblant, même si vous voyez ça et vous dites mais elle est ridicule, elle a 6 abonnés, elle dit de commenter. C'est pas grave. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire sur quel sujet vous souhaiteriez que je fasse des recherches, et j'essaierai de faire 2 vidéos par jour. 2 vidéos par jour, on va pas abuser non plus. 2 vidéos par semaine à partir de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on est samedi, donc à partir de la semaine prochaine, j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine. On peut compter les vlogs parce que bientôt va arriver un vlog déménagement. Je vous expliquerai, mais en gros, j'habite à l'île de la Réunion et je vais bientôt déménager et vivre en France métropolitaine. Ça va être la première fois que je quitte l'île de la Réunion pour un temps aussi long. Je suis allée en France métropolitaine une seule fois, à Paris, un mois. Et donc là, c'est le grand départ et le grand changement. Donc je voulais vlogger ça pour pouvoir partager ce que ça fait. C'est quelque chose qu'on connaît par cœur et de partir vers l'inconnu total, en fait, parce que je connais pas du tout la France métropolitaine. Du coup, voilà. Entre vlog et vidéo analyse critique, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir, à me dire les sujets qui vous plaisent, j'ai controversé que vous aimeriez voir, et ce sera avec plaisir que je ferai la prochaine vidéo. On se retrouve, alors j'ai pas de jour du coup, parce que j'ai pas d'abonnés de toute façon, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout, je vous fais des gros bisous,